Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre émission Pourquoi pas avec les amis du Clown Chocolat sur Radio CHU. Nous recevrons dans cette émission deux invités et nous parlerons de notre actualité. Tout d'abord Madame Josiane Rode, ici présente, et qui est ancienne directrice d'école et écrivain, auteur d'un livre pour enfants, Le mystère des portes aux écritures. Elle nous en parlera, ainsi que de ses projets littéraires. Et pour la première fois dans notre émission, une interview hors les murs de Radio CHU avec Madame Valérie Mali, pasteur protestante du Temple du A. Elle nous parlera d'histoire, de Luther et du Clown Chocolat. Un petit rappel, mais qui sommes-nous ? Eh bien, pourquoi pas anime le collectif des Amis du Clown Chocolat. Elle est adhérente de la Fédération française pour l'UNESCO et partage ses idéaux. Elle organise des événements, des projets artistiques et culturels variés autour des valeurs de fraternité, de citoyenneté et d'égalité. Deux rendez-vous importants bientôt, le samedi 4 novembre à 10h30 au cimetière protestant de Bordeaux, commémoration du centenaire de la disparition du clown. Et puis du 6 au 15 novembre, une exposition sur la vie du Clown Chocolat dans les halls du Tripode et de l'hôpital des enfants de Bordeaux. Merci à Radio CHU et aux animateurs, techniciens pour leur aide et leur confiance. Vous êtes bien sur Radio CHU et dans quelques jours, le 4 novembre, c'est un samedi, nous commémorons le centenaire de la mort du clown à Bordeaux en 1917. Raphaël Padilla, dit le Clown Chocolat, fut le premier grand artiste noir en France. Il a été enterré au cimetière protestant de Bordeaux, au 193 rue Judaïque. Nous vous y invitons ce prochain samedi 4 novembre à 10h30 pour lui rendre un premier hommage. Mais ce n'est pas fini. Du 6 au 15 novembre, avec Radio CHU et de nombreuses associations, nous vous accueillerons par nos deux expositions dans les halls du Tripode et de l'hôpital des enfants. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts. Mon frère, dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Voilà, merci beaucoup Valérie Mali de nous recevoir dans votre bureau aujourd'hui au Temple du A. Je rappelle que vous êtes notre pasteur, je dis notre parce que nous avons des liens d'amitié très forts, notre pasteur de Bordeaux Centre du Temple du A, et que nous nous sommes rencontrés déjà dans le passé par rapport au Clown Chocolat. Et nous avons eu une petite aventure historique ensemble, et je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui. Donc la première question, c'est d'abord le Temple du A. J'ai découvert quelques vérités au niveau historique sur sa création. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Alors d'abord, c'est toujours une joie de vous retrouver, Jean-Pierre. Et puis je trouve que le Clown Chocolat nous donne comme ça des rendez-vous au long des années qui passent. Alors je trouve que c'est intéressant parce que même s'il appartient au passé, il est toujours là pour, comme une belle occasion de rencontre. Donc une façon de saluer le Clown Chocolat. Concernant le Temple du A, alors le Temple du A, il date de 1610 et il est à l'origine une chapelle catholique qui a été créée par Jeanne de Lestenac. Jeanne de Lestenac étant la nièce de Montaigne. D'accord, oui. Et alors, la particularité de ce lieu, c'est non seulement une chapelle, mais c'était d'abord une abbaye pour des sœurs contemplatives et qui avait consacré, la particularité, c'est qu'elles ont consacré cette abbaye à l'éducation des jeunes filles. Alors ça, c'est rare à cette époque, et non seulement rare, mais unique. Et ça donnera lieu bien plus tard aux écoles Notre-Dame qu'on retrouve en France et un peu partout à travers le monde. Alors cette particularité, c'est effectivement d'instruire les jeunes filles selon les principes
des jésuites. Et puis aussi, on peut y voir derrière un principe protestant qui est de l'ordre de l'éducation pour tous, puisque dès le XVIe siècle, Luther va demander la mixité pour les filles comme pour les garçons de recevoir l'éducation dans le cadre des écoles. En Allemagne, par exemple, dans chaque ville d'Allemagne, sous l'impulsion de Luther, on crée des écoles pour les filles et les garçons. Donc déjà la dimension de l'éducation et de la mixité. On peut souligner, c'est rare, c'est très moderne. Hein. Et c'est déjà très moderne, mais c'est pas étonnant parce qu'il s'agit de la réforme protestante et il y a une forme de modernisme, il va de soi. Mais c'est le pasteur qui parle, bien sûr. Alors on peut rajouter aussi que ces jeunes filles étaient instruites, mais on peut dire que Jeanne de Lestonnac, pour la petite histoire, a été elle-même arrachée au bras de sa maman qui était protestante, arrachée par Montaigne, l'humaniste, pour qu'elle ait une éducation catholique. On est évidemment à une époque où la chose ne se discutait pas, et Montaigne, aussi grand homme qu'il fut, a eu des gestes de ce point de vue assez douloureux. Alors nous abordons l'histoire et je crois que d'ailleurs en ce moment c'est une année très très importante pour vous, oui, puisque nous fêtons les 500 ans de la Réforme, et vous avez parlé de Luther et je crois qu'il était à l'origine de cette réforme. Oui. Alors on fête les 500 ans des 95 thèses de Luther, quand il a placardé sur l'église de Wittenberg les thèses qui vont conduire bien sûr par la suite à cette fameuse réforme. Alors réforme au pluriel parce qu'il y a eu des réformes avant Luther ou des tentatives de réforme, Jean Hus, Jean Valdo, etc. Et puis des réformes qui suivront, évidemment. On peut parler même de la contre-réforme catholique, qui est la réponse à la réforme protestante, mais c'est l'initiative de Luther avec ses thèses qui contestent en fait le principe des indulgences que naîtra le mouvement réformateur du XVIe siècle. On ne peut pas s'échapper de l'histoire et vrai, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, la profondeur en fin de compte et de l'étude est importante pour savoir où nous allons et non pas rester simplement à la surface des choses. Et donc il ne faut pas être indulgent, je fais ce petit parallèle avec ce qui a été justement un des moteurs de cette réforme, c'est-à-dire les indulgences, c'est-à-dire avec l'argent on achetait en fin de compte son paradis, quoi, voilà. Oui. Alors, comme on le voit, les liens avec le clown chocolat sont importants, et puis le protestantisme aussi a son importance, puisque vous le disiez tout à l'heure, par rapport à la mixité, par rapport à l'école et à l'éducation, c'était des points d'émancipation très forts, qui bien sûr touchent à la liberté, et rappeler quand même que, puisque nous sommes dans l'histoire, une date est importante, c'est celle de 1685, qui permet une jonction entre, d'un côté, la liberté contre l'absolutisme, puisque je vous le disais tout à l'heure, j'ai découvert ça dans l'article Le Code Noir, 1685, c'est une année importante, puisqu'on y voit le Code Noir, qui est fait et écrit par Monsieur Colbert, et qui, dans son article 1, explique qu'au nom du roi, en fin de compte, il demande à tous ses officiers de chasser des îles tous les juifs qui ont établi leur résidence. Donc tous les juifs, bien sûr, tous ceux qui ne sont pas catholiques, et tous ceux qui, bien sûr, sont noirs, esclaves, et le Code Noir, je le rappelle, est là pour mettre en application, en fin de compte, ces thèses-là. Et puis 1685, c'est la révocation de l'édit de Nantes, la liberté de on rentre dans une période, pour le coup, obscure. Tout à fait. Hein, et je crois qu'effectivement, c'est une date marquante dans l'histoire de France. À la fois, je pense qu'on peut rappeler aussi l'édit de Nantes, qui a été vraiment le premier édit de tolérance, qui autorisait la possibilité d'une autre religion à l'intérieur du monde catholique. Et je crois que effectivement, c'est 185, c'est la fin de cette tolérance sous Louis XIV, souvent présenté comme un grand roi, mais on lui doit en tous les cas les persécutions qui vont suivre à l'égard des minorités et en particulier aussi à l'égard de l'esclavage. Donc là, c'est pas un temps glorieux pour la France. Il faut parfois du temps pour maturer tout ça. On se rend compte que nous avons besoin de temps pédagogique. Et il faut passer effectivement par ces temps extrêmement douloureux, nous rappeler d'où nous venons. Je crois que la liberté s'acquiert pas si facilement que ça, la preuve. Et il faut aussi se réjouir de ce que nous avons reçu, savoir d'où l'on vient. Tu disais savoir où nous allons, savoir aussi d'où l'on vient de ces temps difficiles et douloureux, mais des temps nécessaires parfois pour acquérir ce droit à la liberté. Ça, c'est l'article 1
que vous citiez du Code noir, j'aime à me souvenir aussi de l'article sur la liberté religieuse et la liberté tout court qui a été rédigé par le pasteur Rabot Saint-Étienne et qui fait partie de la Déclaration des droits de l'homme. Je crois que quand se mêle l'intelligence éclairée des hommes, on peut aussi donner un autre aperçu de ce qui est bon et de ce qui est de l'ordre des possibilités humaines dans le meilleur. Alors, je continue je continue Oui. dans l'histoire, et puis là, dans notre correspondance, il était dit qu'il y a une société protestante à la Révolution française qui avait œuvré. Alors, si vous pouviez nous en parler. Alors, il y a peu de temps, j'ai découvert effectivement qu'à Bordeaux, il y a eu la première société française, un peu, on est au 19e siècle, j'ai pas encore les dates exactes, donc c'est une société de dames qui rachetait donc les Noirs, les personnes esclaves, et pour obtenir leur libération. C'était à Bordeaux, donc pour ceux qui sont un petit peu en quête de l'histoire, qui aiment rechercher un petit peu les origines, voilà, ça serait intéressant de découvrir où se tenait cette association. Ce qui est sûr, c'est qu'elle était protestante, j'en sais guère plus, mais là, il y a sujet à étude. Alors, avis aux amateurs, si vous avez du temps, l'énergie et le désir, il y a des recherches à faire, en avant sur les archives. Donc ça explique aussi pourquoi le bon accueil en fin de compte que nous avons eu ici en travaillant sur le clown chocolat, sur sa mémoire, hormis le fait que maintenant c'est un peu connu, il était enterré au cimetière protestant qui s'appelait aussi des étrangers et des protestants à l'époque, et que nous avions le 6 février 2016 inauguré une plaque en son honneur, en votre présence d'ailleurs et celle de nombreuses personnalités. Et là, tout à l'heure, vous me disiez qu'il était, contrairement à ce qu'on dit, il n'était pas enterré au carré des indigents, mais qu'il avait bien eu une tombe. Oui, alors voilà, à vérifier évidemment, mais alors on peut rappeler qu'au début du siècle, en 1905 à peu près, ou un petit peu plus tard, ou un petit peu avant, je ne sais plus, à quelques années près, le conseil presbytéral de l'église de Bordeaux avait décidé de consacrer un espace pour accueillir tous ceux qui n'avaient pas la possibilité d'être enterrés, d'où ce fameux carré des indigents. Il s'avérait que le clown chocolat avait sa tombe à part du carré des indigents, et je crois que là c'est aussi une position de l'église à une époque où effectivement beaucoup ne pouvaient pas financer leur enterrement, de pouvoir accueillir même au-delà de la mort ceux qui étaient dans la grande pauvreté. Est-ce que c'est en lien justement avec cette association de la libération des esclaves que le clown chocolat est venu sur Bordeaux? C'est une question qu'on peut se poser. C'est ouvert, oui. En tous les cas. Et puis donc il y a encore des pistes à étudier. Je trouve que c'est ça l'histoire. C'est passionnant. C'est qu'on n'a pas toutes les réponses. Ouais. Et alors j'étais avec vous à l'occasion justement de cette plaque qui a été posée au cimetière protestant. Je regrette de ne pas être avec vous, mais il se passe des choses intéressantes prochainement le 4 novembre. Très bien. À ce même endroit. Eh bien, le 4 novembre, nous serons au cimetière protestant. Votre présence sera là, même si vous n'êtes pas là physiquement. Et puis, nous vous appelons d'ailleurs à nous rejoindre. C'est à partir de 10h30 au cimetière. Et donc, nous ferons cette commémoration ensemble. Donc, merci, Radio CHU. Vous serez entendu, je l'espère, par plein de monde. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur Luther, sur le fonctionnement de ce temple, de la rue du A, allez sur internet à église-protestante-uni-bordeaux.org et vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Merci beaucoup, Madame le Pasteur, ou Madame la Pasteur. Le Pasteur. Madame le Pasteur, Valérie Mali. Merci encore de votre interview sur Radio CHU. Et merci encore à Madame le Pasteur pour son accueil et nous avoir apporté ses lumières sur ces informations historiques qui sont tout à fait intéressantes. Vous êtes sur Radio CHU dans notre émission Pourquoi pas avec le clown chocolat, et puis pour respirer un peu, eh bien, qui mieux que Bob Marley, One Love.
sur Radio CHU, bien détendu, je l'espère, si vous avez écouté One Love de Bob Marley. Et nous reprenons le fil de notre émission, pourquoi pas avec le clown chocolat. Nous recevons à présent Madame Josiane Rode, ici présente, que beaucoup de petits Bordelais du quartier de Saint-Seurin doivent connaître ou reconnaître. En effet, Madame Rode fut la directrice de l'école Paix, un nom d'école qui en soi est tout un programme. Une belle rencontre puisque mes propres enfants ont été dans cette école-là et c'est comme ça que nous avons fait connaissance. Mais en fait, vous êtes là en fait pour nous parler de ce qui nous amène aujourd'hui ici, c'est-à-dire le fait que vous êtes devenue écrivaine hein, ou écrivain, ça dépend comment on veut dire écrivaine. Les choses. Écrivaine, c'est bien. Hein, oui, c'est bien écrivaine. Voilà. Et que donc c'est le mystère des portes aux écritures qui va peut-être s'entrouvrir. Ces portes vont peut-être s'entrouvrir après notre entretien pour y voir tout ce mystère que vous nous faites découvrir. Donc à cette occasion-là, donc je vous remercie d'être venu pour nous en parler. Alors, qu'est-ce qu'il vous raconte ce livre-là ? Alors, d'abord, bonjour Jean-Pierre, et je suis vraiment ravie d'être parmi vous, mais je vous en remercie, afin de vous présenter notre livre, Le mystère des portes aux écritures, qui est un roman destiné aux enfants entre 8 et 14 ans. Alors, nous sommes 2 auteurs à avoir écrit ce livre, donc moi-même et mon amie Patricia Sibella, qui est archéologue et qui a pu valider les faits historiques. Alors, comment nous est venue cette idée d'écrire ensemble ? Écoutez, c'est le résultat d'une sacrée aventure, parce que donc, en tant que maîtresse d'école, pendant 40 ans, plus de 40 ans, j'ai toujours été passionnée par mon métier. Je vivais l'école à la maison et l'école vivait en moi du matin au soir. Et j'apprenais énormément de prendre ma retraite et je me demandais ce que j'allais pouvoir faire après. Et alors, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que, l'année où j'ai pris ma retraite, ma maison a entièrement brûlé. Et 6 mois après, j'ai eu un cancer. Donc, c'est à l'hôpital que ce livre est né. Quand vous étiez hospitalisé, c'est ça ? Quand j'étais hospitalisée, donc c'est vrai que quand on est hospitalisé, on a des moments de cafard, la journée est très longue et on se dit, bon, mais il faut absolument que je me redresse, que je reprenne du poil de la bête, comme on peut dire. Et voilà, et je me suis dit, écoute, c'est peut-être le moment d'écrire. Très bien. Et c'est une reconstruction, en fait, ce petit livre, si j'ai bien compris. Oui, ce petit livre, comme vous dites, surtout ce tome 1, c'est vraiment une reconstruction pour moi. Donc c'est un livre qui n'est pas éloigné de vos préoccupations de pédagogue, oui. Puisqu'il traite à travers l'histoire d'un groupe d'enfants qui va être plongé en plein mystère, c'est-à-dire qu'ils vont revenir en arrière, si je puis dire, dans le temps. Et dans l'espace et le temps, et vont ensuite essayer de régler un certain nombre de mystères qui les renvoient dans l'Antiquité égyptienne. Exactement. C'est ça, hein. Alors, en amont, j'aimerais dire que en tant que maîtresse d'école, j'ai toujours eu l'habitude de raconter des histoires à mes élèves et de m'en servir comme support d'apprentissage, car je m'étais très vite aperçue que la motivation des enfants à apprendre était beaucoup plus forte quand on leur proposait un projet qui pouvait être une réalisation théâtrale, chorégraphique ou plastique. Les enfants devenaient acteurs de leurs apprentissages et ça changeait tout. Et aucun n'était laissé sur la route, tout le monde participait et tout le monde avait envie de participer. Ce livre a donc pour moi une vocation pédagogique, donner envie d'avoir envie d'apprendre, donner envie de lire et donner envie de s'intéresser à l'histoire et à l'histoire de l'art en particulier. Eh ben c'est déjà un sujet qui nous rassemble, parce que le travail autour du clown chocolat, c'est un petit peu le fil conducteur justement pour faire découvrir à travers la vie d'un personnage, l'identification possible des enfants à ce personnage, et bien tout un ensemble de choses, la réalité, l'esclavage, le racisme, la différence en fait. Et vous étiez en application directe, et d'ailleurs je me souviens dans cette école Paix avoir eu des expériences avec vos collègues sur le cinéma notamment avec on avait fait un très très beau travail. Donc merci à vous et vous n'êtes pas la seule à avoir cette envie et ce souci pédagogique de vie
à l'intérieur de l'école, qui n'est pas quelque chose de figé et qui, au contraire, à votre image, en tant que pédagogue et institutrice, vous faites vivre. Voilà. C'est ce que nous avons toujours voulu faire et il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Bien, merci beaucoup de venir nous voir, Josiane Rode. Vous êtes sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec le clown chocolat pour nous parler de votre livre Le mystère des portes aux Écritures. Donc, vous nous avez expliqué dans la première partie comment vous êtes arrivée à devenir une écrivaine et votre souci de pédagogie. Puisque vous avez eu comme élève mon fils Thomas, qui aujourd'hui a 12 ans, eh bien, il m'avait fait une petite critique de votre livre. J'écoute avec plaisir et intérêt. Donc, écoute, alors il me dit, alors bon, c'est une critique, c'est il débute dans le métier, alors il faudra être indulgente. C'est un bon livre qui m'a plu. On est bien parti déjà. C'est pas mal. Le début était très entraînant, et bien voilà, il y a du rythme. L'histoire m'intéresse, le livre est quand même plus pour les enfants, dit-il, mais les adultes peuvent le lire et l'aimer. Vous voyez, c'est encourageant, il ouvre. Cette histoire raconte les aventures de la bande de 7 amis, plongés dans un mystère en Égypte antique. J'ai appris des choses sur la civilisation égyptienne. Bon, écoutez, il résume bien les choses quand même. Et c'est lui qui l'écrit tout seul. C'est très intéressant, mais c'est vrai que l'histoire en elle-même est un prétexte, en fait, pour entrer dans la culture, justement dans la connaissance de cette période historique qu'est l'Égypte antique. Et vous aviez été aidé par Patricia Sibella. Patricia Sibella, qui est donc, comme je le disais précédemment, est archéologue et qui a pu authentifier les faits historiques. Très bien. Et alors, je crois que je vous interromps parce qu'il y a tellement de choses à dire que je veux que vous les disiez. Votre livre a été publié l'année dernière, je crois. Oui, c'est ça l'année dernière. Et le musée du Louvre a été intéressé par la sortie de ce livre. Le musée du Louvre a été fortement intéressé par le fait d'intervenir dans des visites de famille du département égyptien. Oui. Et en lisant des extraits du livre, les enfants partaient à la découverte des collections du musée. Très bien, ça rendait vivant, en fin de compte, leur démarche ça artistique. Rendait vivant la démarche. Et donc, l'histoire, elle est bâtie autour d'une sorte des clubs des 7, club des 7. Alors, c'est plutôt 8 enfants. 8, voilà. 8, voilà. Ouais. On a repris l'idée du club des 5 parce que c'est vrai que ça va certainement faire référence à certaines personnes en m'écoutant. Moi, ça a bercé mon enfance, le club des 5, la bibliothèque rose ouverte. Et donc là, il s'agit en fait de 8 copains qui se connaissent depuis l'école maternelle et qui ont chacun une spécificité. Alors, je vous en parle juste très rapidement. Étienne, la grosse tête, François le bricoleur, Marc le kiffeur, Julie, la petite fille de la conservatrice d'un musée, et Boris, Victor, Augustin et Amélia, les autres petits-enfants. Chacun peut s'y retrouver, en fait. Chacun peut s'y retrouver. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que dans une classe, on a toujours une grosse tête, on a toujours un bricoleur, etc. Tout à fait. Donc du coup, les enfants peuvent, indépendamment même de l'histoire, se retrouver dans un de ces personnages et s'identifier. Ils peuvent s'identifier, tout à fait. Exactement. Et je crois, alors là, on aborde une autre facette, c'est que vous continuez, enfin pas une autre facette, un prolongement du moins d'être romancière, c'est que vous travaillez sur un autre sujet actuellement, toujours dans le même esprit avec ces enfants, sur une autre civilisation. La Grèce antique, à l'époque de Socrate. Et on parlera justement dans ce tome 2 de l'esclavage. D'accord. Au niveau. Oui, puisque c'est pas une spécificité de la traite négrière. Mais non, de l'esclavage à cette époque. Donc ce livre-là, le premier qui est sorti, Le mystère des portes aux Écritures, comme il est indiqué, c'est le tome 1, donc ça veut dire que vous nous parlez du tome 2. Il est disponible en vous écrivant, je pense, sur votre adresse mail. Exactement, sur mon adresse mail. Je vais la redire, c'est donc josiane.rode, alors Josiane comme une Josiane, Josiane, point, Rode, R-O-D-E-S, .jr@gmail.com ou sur le site de l'association Pourquoi pas ou sur Radio CHU. Ce livre est en vente auprès de vous pour 14,90 et puis on vous tiendra au courant pour la sortie du prochain livre sur la Grèce.
sachant que nous avons des projets peut-être communs à développer. Expliquez-nous en gros ce qu'on a prévu dans les mois qui viennent. Peut-être une exposition qui aurait lieu au CHU dans le hall et sur justement cette période très riche de l'histoire. Et aussi dans les écoles, puisque je pense que ça peut intéresser beaucoup les anciens collègues en fin de compte. Voilà, écoutez, Madame Roth, on vous remercie beaucoup d'être venue sur Radio CHU, et puis lever avec nous les mystères des portes aux Écritures, et puis nous vous encourageons à le commander, à venir le lire, en attendant la suite qui se passera en Grèce. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Eh bien, l'association Pourquoi pas est heureuse de cette émission et d'avoir accueilli parmi nous le pasteur Valérie Mali et puis Josiane Rode qui nous a parlé avec beaucoup d'énergie de son livre. Pour conclure, nous vous rappelons que le samedi 4 novembre, nous vous attendons au cimetière protestant pour commémorer le 100e anniversaire de la disparition de Clown Chocolat. Et du 6 au 15 novembre, vous pourrez apprendre davantage sur la vie de cet homme dans nos expositions qui seront au Tripode, dans le hall d'entrée du Tripode et dans le hall d'entrée de l'hôpital des enfants. Merci à tous, merci à Radio CHU et puis à très bientôt sur Et pourquoi pas avec le Clown Chocolat. Radio CHU, c'est ta radio.